Combien de secrets, combien de vies non vécues, un seul instant figé dans le temps peut-il contenir? Nous regardons cette photographie, un artefact de 1870. Elle nous montre Monsieur Armand Dubois, patriarche à la mine sévère, assis sur le perron de son domaine, entouré de ses domestiques. C'est un portrait de pouvoir, un homme et sa propriété, ses possessions humaines alignées comme des trophées. Nos yeux sont naturellement attirés par lui, par la rigidité de sa posture, par la richesse de son vêtement. Mais la vérité de cette image, le cœur battant de son mystère, ne se trouve pas au centre. Il se trouve dans l'ombre, à l'extrême gauche, presque hors du cadre. Regardez bien, une jeune femme, une servante, que nous identifierons plus tard comme étant Élise. Elle ne regarde pas l'objectif. Son regard est baissé, mais il y a une tension dans ses mains, serrées l'une contre l'autre. Au moment précis où l'obturateur s'est fermé, Élise était la gardienne d'un secret dévastateur. Un secret qui liait son destin à celui de l'homme sur la chaise, d'une manière que personne dans cette maison n'aurait pu imaginer. Le testament de cet homme, qui serait lu quelques jours seulement après cette photo, ne révélerait pas seulement la distribution de sa fortune. Il allait sceller pour Élise un destin d'une cruauté calculée. À la fin de ce récit, vous comprendrez le poids de ce regard baissé, et vous ne verrez plus jamais un vieux portrait de la même manière. Si vous croyez, comme nous, que chaque vie, même la plus silencieuse, mérite d'être racontée. Si vous pensez que les histoires des invisibles sont celles qui nous enseignent le plus sur le courage et la résilience, alors je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à aimer cette vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à déterrer ces mémoires perdues, à donner une voix à ceux que l'histoire a tenté de réduire au silence. C'est notre mission, et nous sommes honorés de la partager avec vous. Nous sommes en France, en 1870. Plus précisément, dans les environs de Lyon, la capitale de la soie. L'air est lourd, non seulement de la fumée des usines qui ont fait la fortune d'hommes comme Armand Dubois, mais aussi de l'imminence du changement. Le Second Empire de Napoléon III vit ses derniers instants, la guerre avec la Prusse gronde à l'horizon. C'est une époque de contrastes violents, une opulence défiante dans les grands salons et une misère silencieuse dans les ruelles et les quartiers ouvriers. Le domaine du bois, la soierie, est un microcosme de ce monde, une forteresse de pierre grise, bâtie sur le labeur de milliers de mains. À l'intérieur, la hiérarchie est aussi rigide que le corset de madame, aujourd'hui décédée. Il y a le majordome, Monsieur Valois, qui règne sur les domestiques masculins avec une main de fer. Il y a la gouvernante, Madame Perrault, qui gère la maison et les servantes. Et puis, tout en bas de l'échelle, il y a les filles de cuisine, les palefreniers et Élise. Élise est arrivée au domaine 5 ans plus tôt, une orpheline de la campagne, envoyée par une paroisse lointaine. Elle avait 14 ans. Elle a commencé par récurer les chaudrons dans les cuisines souterraines, un travail éreintant qui commençait avant l'aube et se terminait bien après le coucher du soleil. Elle était invisible, un fantôme au service du confort des autres. Mais l'invisibilité d'Élise était son bouclier, et bientôt, son arme. Elle était silencieuse, observatrice. Elle apprenait. Elle apprenait les routines de la maison, les craquements du parquet, qui signalaient l'arrivée de quelqu'un, les murmures qui filtraient des portes closes. Elle a vu le fils unique de Monsieur Dubois, Charles, un homme aussi faible que son père était dur, rentrer en titubant à l'aube, sentant le parfum bon marché et l'absinthe. Elle a entendu les disputes feutrées entre le père et le fils, des mots comme dette, ruine, déshonneur, résonnant dans le grand hall. Avec le temps, sa diligence et sa discrétion l'ont fait monter. Elle n'était plus confinée aux cuisines. Elle était devenue l'une des femmes de chambre personnelle, chargée des étages supérieurs, et plus récemment, en raison de la santé déclinante du patriarche, elle était parfois appelée pour aider à ses soins. Monsieur Dubois, cloué dans son fauteuil roulant, était un tyran diminué. Sa voix, autrefois un tonnerre qui faisait trembler les murs de son usine, était maintenant un râle sec. Mais ses yeux étaient toujours aussi perçants. Il voyait tout. Et il avait commencé à voir Élise, pas comme une personne, mais comme un outil, une présence silencieuse à qui il pouvait dicter des lettres ou simplement parler, déversant des fragments de ses regrets, de sa rage contre sa propre mortalité et contre le fils qui allait hériter de tout ce qu'il avait construit. C'est lors d'une de ces nuits étouffantes d'été, quelques semaines seulement avant que cette photographie ne soit prise, que le destin a basculé. Monsieur Dubois s'était endormi, sa respiration sifflante remplissant la chambre opulente. Élise rangeait son bureau, un privilège accordé à elle seule, car le maître craignait que les autres domestiques ne volent ou n'espionnent pour son fils. En essuyant le bois lourd, son doigt a accroché un petit loquet dissimulé sous une moulure. Elle n'y aurait jamais prêté attention si elle n'avait pas vu Monsieur Dubois, quelques jours plus tôt, y glisser la main dans un moment de distraction. Poussée par une curiosité soudaine, plus forte que la peur des conséquences, elle a appuyé. Un petit tiroir secret s'est ouvert. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux, pas d'argent. Juste une seule enveloppe cachetée, non pas à l'adresse de son avocat, mais portant une inscription différente. C'était un codicille, une annexe à son testament officiel. Élise savait qu'elle commettait un péché mortel dans cette maison.
un acte de trahison impardonnable. Mais ses mains ont bougé d'elles-mêmes. Elle a brisé le sceau. Ce qu'elle a lu à la lueur d'une seule bougie a glacé son sang. Ce n'était pas une libération. Ce n'était pas un don de gratitude pour ses services. C'était un piège. Un arrangement complexe, diabolique, qui la liait au domaine et à la famille Dubois, d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. C'était, en effet, un destin cruel. Maintenant, regardez à nouveau la photographie, prise seulement quelques jours plus tard. Le photographe l'est venu, convoqué par Monsieur Dubois pour ce dernier portrait de famille, ce dernier acte de propriété. Regardez, Élise, elle se tient là, sachant ce qu'elle sait. Elle sait que l'homme sur la chaise a méticuleusement planifié sa vie après sa mort. Mais voici le détail le plus terrifiant. Regardez les yeux de Monsieur Dubois. Il ne regarde pas l'objectif non plus. Son regard est tourné, juste légèrement, vers l'ombre où se tient Élise. Il y a presque un sourire sur ses lèvres. Il le sait. Il sait qu'elle a trouvé le codicille. Cette photographie n'est pas un portrait de famille. C'est une déclaration de guerre silencieuse. C'est la capture d'un instant où la victime et l'architecte de son destin se regardent une dernière fois, tous deux sachant la vérité. Le destin cruel n'était pas seulement écrit dans le testament, il était en train de se jouer, en temps réel, dans le silence de cette pause. La chute de l'obturateur n'était que le premier coup d'une partie d'échecs macabre. Le flash de magnésium s'est dissipé, laissant des taches dansantes devant les yeux de chacun. Le photographe, un homme affairé de Lyon, a commencé à ranger son équipement, indifférent au drame silencieux qu'il venait de capturer. Les autres domestiques, libérés de cette immobilité forcée, se sont dispersés comme une volée d'oiseaux, retournant à leurs tâches, murmurant sur la folie du vieux maître. Monsieur Charles, le fils, avait déjà disparu à l'intérieur, sans doute vers la cave à vin, mais Élise est restée figée, son cœur battant la chamade contre ses côtes. Le regard qu'Armand Dubois lui avait lancé juste avant le déclic, ce n'était pas une supposition. C'était une certitude. Il savait qu'elle avait lu le codicille. L'atmosphère du domaine, déjà lourde de maladie et de ressentiment, est devenue instantanément irrespirable. La photographie n'était pas un mémorial, c'était une arme. Et elle venait d'être armée. Cette nuit-là, dans le silence de son galetas sous les toits, Élise n'avait pas besoin de relire le document. Chaque mot était gravé au fer rouge dans sa mémoire. Le codicille était un chef-d'œuvre de cruauté posthume. Il ne s'agissait pas d'argent laissé à une servante fidèle. C'était une chaîne. Armand Dubois, dans sa clairvoyance impitoyable, avait vu la ruine de son empire dans l'incompétence de son fils Charles. Il avait vu l'alcool, les dettes de jeu, la faiblesse morale qui consumerait la soierie en moins d'une génération. Et il avait décidé d'une solution. Une solution qui utilisait la seule personne qu'il avait observée comme étant l'antithèse de son fils, Élise. Le document stipulait, en termes juridiques froids, que Charles n'hériterait de la plénitude de la fortune, des usines et du domaine qu'à une seule et unique condition. Il devait, dans les 3 mois suivant le décès de son père, prendre pour épouse Élise, la servante. S'il refusait, ou si Élise refusait cet honneur, l'intégralité de la fortune Dubois serait liquidée et la somme versée à une branche obscure de la famille en Alsace, laissant Charles sans un sou. Ce n'était pas un conte de fées, ce n'était pas Cendrillon, c'était une condamnation. Dubois ne récompensait pas Élise, il l'enchaînait à un homme qu'elle méprisait et craignait. Il la forçait à devenir la gardienne de son héritage, la directrice non officielle d'une fortune, tout en la piégeant dans une cage dorée avec un compagnon de cellule qui la détesterait. Elle serait la femme du maître, mais elle resterait la servante aux yeux du monde, et surtout aux yeux de son mari. Elle serait une anomalie, méprisée par la société pour ses origines, et haïe par son époux pour le pouvoir qu'elle détenait sur sa fortune. Dubois avait vu sa force, son intelligence silencieuse, sa résilience, et il avait décidé de les transformer en outils pour son propre usage, même depuis la tombe. Il ne lui donnait pas une fortune, il lui donnait un fardeau, une responsabilité impossible, enveloppée dans le déshonneur d'un mariage forcé. Il punissait son fils pour sa faiblesse, et punissait Élise pour sa force. Les jours qui ont suivi la prise de la photographie furent un supplice psychologique. La cloche de la chambre de Monsieur Dubois sonnait, et Élise devait y aller, sachant qu'il savait. La dynamique avait changé. Il n'était plus seulement le maître malade. Il était le marionnettiste savourant ses derniers instants de contrôle. Il la regardait longuement, un sourire presque imperceptible jouant sur ses lèvres parcheminées. Il ne parlait jamais du testament. Au lieu de cela, il la tourmentait subtilement. Un après-midi, alors qu'elle ajustait ses couvertures, il lui prit la main. Ses doigts, froids comme la pierre, serrèrent les siens, calleux et marqués par le travail. « Vous avez des mains fortes, Élise, dit-il. » Sa voix a un murmure sec. Des mains qui peuvent tenir les choses, les tenir fermement. Pas comme Charles, ses mains sont faites pour gaspiller. Elle retira sa main, son sang glacé. Il la forçait à lui lire le journal,
non pas les nouvelles de la guerre imminente, mais les chroniques financières. Il lui posait des questions. « Que feriez-vous si vous aviez la responsabilité d'une usine, Élise? Laisseriez-vous les loups entrer ?» Chaque mot était une pierre posée sur le mur de sa prison. Pendant ce temps, Charles flottait dans la maison comme un fantôme de sa propre vie future, totalement inconscient du piège qui se refermait sur lui. Un soir, Élise le croisa dans le couloir. Il était ivre, rentrant de Lyon. Il la bouscula presque, s'appuyant contre le mur. Il la regarda avec des yeux vitreux, un ricanement sur le visage. « Qu'est-ce que tu regardes ?» La souris. « Va me chercher de l'eau. »« Non, du cognac. » Élise baissa les yeux, alla chercher le cognac et le lui tendit. L'homme qui la traitait moins bien qu'un chien. C'était lui, son destin. La cruauté de Dubois n'était pas seulement dans le document, elle était dans cette orchestration, forçant Élise à voir de ses propres yeux la nature exacte de sa condamnation. Elle était isolée. Elle ne pouvait en parler à personne. Madame Perrault, la gouvernante, la regardait avec une suspicion accrue, remarquant le temps étrange que le maître passait avec sa jeune servante, tirant des conclusions évidentes et erronées qui mettaient Élise dans un péril encore plus grand. Puis, une semaine exactement après que le photographe ait immortalisé leur secret, l'heure est venue. Le râle dans la poitrine de M. Dubois s'était intensifié. Le médecin était là, ainsi que Charles, qui se tenait maladroitement près de la fenêtre, regardant dehors, déjà impatient. Le maître était faible, mais ses yeux étaient vifs. Il fit un geste, pas vers son fils, pas vers le médecin, vers Élise. Elle s'approcha. Il lui attrapa le poignet. Sa poigne était étonnamment forte. Il la tira plus près, si près qu'elle pouvait sentir l'odeur de la mort sur son souffle. Il n'y avait plus de moquerie dans ses yeux, seulement un ordre, froid et final. « Ne le laissez pas tout détruire », siffla-t-il, ces mots destinés à elle seule. « Vous êtes le verrou de cette maison maintenant, Élise. Tenez bon, ce n'était pas une demande, c'était son dernier commandement. » Il la lâcha, sa tête retomba sur l'oreiller, et avec un dernier soupir qui ressemblait presque à un rire, Armand Dubois ferma les yeux. Le médecin vérifia son pouls et se tourna vers Charles. « C'est fini. » Charles eut l'air soulagé. Mais Élise resta immobile, le poignet encore endolori par la poigne du mort. Ce n'était pas fini. Pour elle, le cauchemar ne faisait que commencer. L'horloge du grand hall sonna minuit. La mèche était allumée. Il ne restait plus que l'attente de l'explosion, la lecture du testament. Le domaine Dubois entra dans une période de deuil rigide, formel et totalement dépourvu de chaleur. Les funérailles d'Armand Dubois furent une démonstration publique de la richesse que son fils, Charles, s'apprêtait désormais à contrôler. Des notables de Lyon, des concurrents dans le commerce de la soie, des banquiers au visage impénétrable, tous vinrent présenter leurs condoléances. Leurs yeux évaluant déjà le jeune héritier, cherchant des signes de la faiblesse qu'ils soupçonnaient tous. Pour les domestiques, c'était une période de flottement et d'anxiété. L'ordre ancien, aussi dur fut-il, était mort. Le nouveau n'était pas encore né. Mais pour Élise, chaque jour était une torture. Elle vivait en sursis. Chaque craquement de plancher, chaque regard échangé dans les couloirs, chaque sonnerie de cloche était un coup de marteau sur l'enclume de son anxiété. Elle continuait ses tâches par pur automatisme. Mais elle n'était plus Élise la servante. Elle était Élise, la bombe à retardement, attendant que le notaire allume la mèche. Charles, libéré de la présence écrasante de son père, commença immédiatement à habiter son rôle de maître. Il y avait en lui une arrogance nouvelle, une assurance née non pas de la compétence, mais de l'absence d'autorité. Il organisa un dîner somptueux le soir même du retour du cimetière. Un acte de mépris qui fit jaser Madame Perrault dans l'office. Il arpentait le domaine, faisant des plans grandioses, parlant de moderniser l'usine, de licencier le vieux contremaître de son père, de voyages à Paris. Il la croisait, Élise, dans les couloirs, et son regard passait à travers elle, comme si elle n'était qu'une ombre, une partie du décor, encore moins qu'une servante, une simple chaise. Cette ignorance était presque plus terrifiante que la cruauté calculée de son père. Il ne la voyait pas. Il ne savait pas qu'elle tenait son destin, sa fortune, sa vie entière, dans ses mains tremblantes. Élise, quant à elle, était prise au piège de son propre secret. L'idée de fuir lui traversa l'esprit 1000 fois. S'enfuir au milieu de la nuit, disparaître dans les rues de Lyon, changer de nom, avant que le piège ne se referme. Mais où irait-elle? Une servante sans référence, une orpheline sans un sou, elle serait rattrapée ou mourrait de faim. Et puis, il y avait les derniers mots du vieil homme, ce commandement absurde qui résonnait dans sa tête. Tenez bon, c'était moins un encouragement qu'une chaîne. Elle sentait aussi les regards des autres domestiques. Madame Perrault, la gouvernante, la surveillait avec une hostilité à peine voilée. Elle avait remarqué les faveurs étranges, les visites nocturnes du maître à sa servante. Elle avait tiré ses propres conclusions, sales et erronées. Elle voyait en Élise une usurpatrice, une séductrice, et attendait le moment de la chasser. L'isolement d'Élise était total. Une semaine exactement après les funérailles, le jour arriva. Maître Lefebvre, le notaire de la famille Dubois depuis des décennies, fut annoncé. Il arriva avec sa mallette en cuir usé, un homme sec et précis, imperméable aux drames familiaux qu'il avait si souvent orchestrés. Il s'installa dans le grand bureau d'Armand Dubois.
un lieu qui sentait encore le tabac froid de son ancien propriétaire. Charles fut convoqué. Il entra d'un pas assuré, presque insolent, un verre de brandy à la main bien qu'il ne fût que 10 heures du matin, déjà impatient d'en finir avec ses formalités ennuyeuses. Il s'attendait à ce que ce soit simple. Il fut donc surpris de voir que maître Lefebvre avait également demandé la présence de madame Perrault et de monsieur Valois, le majordome. Pour témoigner de la transition, expliqua le notaire. Mais la surprise de Charles se mua en irritation pure lorsque le notaire, ajustant ses lunettes, demanda d'une voix sèche « Et faites entrer mademoiselle Élise ». Élise entra, ses sabots faisant un bruit incongru sur le parquet ciré du bureau. Elle se tint près de la porte, la tête baissée, son tablier serré entre ses mains. « Maître Lefebvre, est-ce bien nécessaire » ricana Charles, s'affalant dans le fauteuil de son père. « Les cendres sont à peine froides et nous convions la domesticité, nous avons du travail à faire. » Le notaire ignora la remarque. Il ouvrit le document principal, scellé de cire rouge. La lecture fut longue, technique, des listes de parcelles de terrain, des actions dans l'usine de soie, le domaine, les comptes bancaires. Comme prévu, tout revenait à son fils unique et bien-aimé, Charles Armand Dubois. Charles souriait, faisant tourner le liquide ambré dans son verre. Il leva son verre comme pour trinquer avec le portrait de son père au-dessus de la cheminée. Madame Perrault et monsieur Valois échangèrent un regard résigné. Puis, maître Lefebvre posa la feuille. Il prit une profonde inspiration et sortit un autre document du fond de sa mallette. Une enveloppe plus petite, scellé de la même cire. « Il y a un codicille », annonça le notaire, sa voix neutre rendant l'instant encore plus solennel. « Rédigé et signé il y a 3 semaines. Il annule et remplace certaines dispositions de l'héritage principal. » Le silence dans la pièce devint si lourd qu'Élise pouvait à peine respirer. Charles cessa de sourire. Son verre s'immobilisa à mi-chemin de ses lèvres. Le notaire se racla la gorge et lut. Il lut les mots qu'Élise connaissait par cœur. L'obligation pour Charles d'épouser Élise, ici présente. Le délai de 3 mois suivant le décès. La condition. Si le mariage n'était pas consommé, ou si l'une ou l'autre des parties refusait, l'intégralité de la fortune Dubois serait liquidée et versée à une branche lointaine de la famille en Alsace. Quand il eut terminé, personne ne bougea. Le seul son fut le tintement aigu du verre de Charles, qui glissa de ses doigts et s'écrasa sur le sol, répandant le cognac comme une tache de sang sur le tapis persan. Le visage de Charles passa du bronze de l'alcool au blanc cireux, puis au rouge brique de la fureur. Il ne regarda pas le notaire, il ne regarda pas le portrait de son père. Son regard, plein d'une haine incrédule et d'un dégoût absolu, se tourna vers la silhouette immobile près de la porte, vers Élise. Il ne voyait plus une servante. Il voyait l'instrument de son humiliation, la gardienne de sa cage. « Vous ?» Sa voix était un étranglement. « Quelle sorcellerie est-ce là? Qu'avez-vous fait à mon père? Espèce de catin !» Il cherchait ses mots, étouffé par la rage. Madame Perrault porta la main à sa bouche, ses yeux passant de Charles à Élise, une compréhension horrifiée naissant sur son visage. Monsieur Valois resta impassible, mais ses poings se serrèrent. Élise, elle, resta silencieuse. Elle leva enfin les yeux. Elle ne regarda pas Charles avec peur, ni avec triomphe. Elle le regarda avec la froideur de quelqu'un qui partageait sa condamnation. L'échiquier était en place. Le testament avait été lu. Le piège de monsieur Dubois venait de se refermer bruyamment sur ses 2 victimes. Le fracas du verre brisé fut le signal. La fureur de Charles éclata comme un barrage qui cède. « C'est une farce. Une folie de sénile !» hurla-t-il, son visage congestionné par le sang. Il se tourna vers maître Lefebvre. « Vous n'allez pas laisser passer ça. Elle l'a ensorcelée sur son lit de mort. C'est une sorcière de campagne. » Ces accusations devinrent de plus en plus viles, des injures crues qui firent tressaillir monsieur Valois. Madame Perrault, voyant son opportunité, intervint. « Monsieur a raison. Je l'ai vue, maître, rôdant autour de sa chambre la nuit, lui apportant des tisanes. Qui sait ce qu'elle mettait dedans? Elle l'a manipulé, le pauvre homme affaibli. C'était un mensonge flagrant, mais un mensonge utile. » Élise resta silencieuse, son corps tremblant mais son visage fermé. Elle s'était préparée à cela. Elle était l'ennemi. Maître Lefebvre, imperturbable, remit ses lunettes. « Monsieur Dubois, dit-il d'une voix coupante, j'ai personnellement attesté de la pleine santé mentale de votre père le jour de la signature de ce codicille. Il était lucide, précis et d'une volonté de fer. Le document est légal, inattaquable. Vous avez 3 mois, à compter de la date de son décès. Soit vous épousez mademoiselle Élise, soit vous perdez tout. Le choix, aussi déplaisant soit-il, vous appartient entièrement. » Le mot « choix »
était une insulte. Charles comprit l'étendue de sa prison. Il n'y avait pas d'échappatoire. Avec un cri de rage pure, il donna un coup de pied dans le fauteuil le plus proche, le renversant, avant de sortir du bureau en trombe, claquant la porte si fort qu'un petit portrait de son ancêtre tomba du mur. Le silence qui suivit fut pire que les cris. Madame Perrault lança un regard de pur venin à Élise avant de suivre son nouveau maître. Monsieur Valois s'inclina légèrement vers le notaire et sortit, laissant Élise seule avec l'architecte de son destin. Maître Lefebvre la regarda, sans pitié, mais non sans une certaine curiosité. « Mademoiselle, vous voilà en possession d'un pouvoir considérable, ou d'un fardeau insupportable. Je vous conseille de faire preuve d'une extrême prudence. » Il rangea ses papiers, et elle fut congédiée d'un signe de tête. Les jours suivants furent une descente aux enfers. Élise n'était plus une servante, mais elle n'était certainement pas la maîtresse. Elle était un paria, un fantôme vivant, dans un purgatoire. Les autres domestiques, suivant l'exemple de Madame Perrault, la traitaient avec un mélange de peur et de mépris. Si elle entrait dans la cuisine, les conversations s'arrêtaient net. On lui laissait les tâches les plus ingrates, non plus par ordre, mais par une conspiration du silence. Madame Perrault, en particulier, prenait un plaisir sadique à la tourmenter. Elle oubliait de lui servir un repas. Elle lui donnait l'ordre de nettoyer la cheminée du grand salon, un travail sale réservé aux garçons, puis la réprimandait devant les autres pour son apparence indigne. Chaque jour était une nouvelle humiliation, une tentative calculée pour la briser, pour la pousser à refuser ce mariage et à libérer Charles de sa promesse. Charles, lui, était un animal en cage. Il passait ses journées enfermé dans le bureau de son père, buvant du matin au soir. Élise pouvait l'entendre crier sur des avocats venus de Paris, leur voix s'élevant en vaine protestation contre la solidité du testament d'Armand. Parfois, il la croisait. Ces rencontres étaient terrifiantes. Une nuit, alors qu'elle montait l'escalier de service, il apparut au-dessus d'elle, son ombre la couvrant. Il empestait l'alcool. Il descendit lentement, la bloquant contre le mur. « Tu penses que tu as gagné, n'est-ce pas, petite souris ?» siffla-t-il, son visage si près du sien qu'elle pouvait sentir la chaleur de sa haine. Tu peux avoir mon nom, tu peux dormir dans la chambre de ma mère. Mais tu seras ma prisonnière. Je te ferai regretter chaque souffle que tu prends dans ma maison. Refuse. Dis au notaire que tu refuses. Je te donnerai de l'or, assez pour disparaître. Refuse. Élise le regarda droit dans les yeux, son cœur battant à tout rompre, mais sa voix fut étonnamment stable. Je ne peux pas, monsieur. J'ai fait une promesse. Elle mentait. Elle n'avait rien promis, mais elle avait compris la nature du jeu. Il la repoussa violemment. Alors sois maudite, cracha-t-il avant de s'éloigner en titubant. C'est dans cet isolement total qu'une aide improbable se manifesta. Une semaine après la lecture, alors qu'Élise Recq curait les marches du perron, la même où la photo avait été prise, Monsieur Valois, le majordome, passa près d'elle. Sans s'arrêter, sans même la regarder, il laissa tomber quelque chose qui atterrit avec un petit bruit métallique dans son seau d'eau sale. Le vieux maître respectait la force, murmura-t-il sans bouger les lèvres, pas la faiblesse. Il a dit que vous en auriez besoin si vous décidiez de tenir bon. Puis il fut parti. Élise plongea sa main dans l'eau glacée et en retira une petite clé en fer. Elle la reconnut immédiatement. Ce n'était pas la clé du bureau, ni celle de la cave à vin. C'était la clé du petit secrétaire personnel d'Armand Dubois, celui où il gardait les grands livres de l'usine, les comptes que même Charles n'avait jamais été autorisé à voir. Cette nuit-là, alors que la maison était plongée dans un sommeil alcoolisé, Élise utilisa la clé. À la lueur d'une bougie volée, elle ouvrit le secrétaire. Ce qu'elle y trouva changea tout. Ce n'était pas seulement le testament qui était un piège, c'était l'héritage lui-même. Les livres révélaient la vérité. La Soierie était au bord de la faillite. Les dettes de jeu de Charles, que son père avait secrètement payées pendant des années, avaient vidé les coffres. Les usines étaient hypothéquées. Armand Dubois n'avait pas seulement enchaîné Élise à son fils par cruauté. Il l'avait enchaînée à son entreprise en déroute, dans un dernier pari désespéré qu'elle, la servante silencieuse et forte, serait la seule capable de sauver son empire de la ruine totale que son fils avait provoquée. Le dernier ordre du maître, ne le laissez pas tout détruire, n'était pas une métaphore, c'était une instruction littérale. Elle comprit alors l'ampleur de sa situation. Elle n'était pas la gardienne d'une fortune, elle était la gardienne d'une ruine. Le mariage n'était pas seulement une prison sociale, c'était une condamnation aux travaux forcés financiers. L'échéance des 3 mois approchait. Charles, ayant épuisé toutes ses options légales, devint sombre et résigné. L'atmosphère dans la maison était électrique, comme avant un orage. Le notaire envoya une lettre fixant la date. Le mariage aurait lieu, dans 1 semaine, en privé, sans invité. Un simple acte administratif pour sceller le destin. La veille, Charles la trouva dans la bibliothèque, où elle étudiait les grands livres, essayant de comprendre le chaos financier. Il n'était pas ivre cette fois. Il était froidement sobre, ce qui était pire. « Demain, tu prends mon nom, dit-il. » Sa voix vide de toute émotion. Et demain, ta vie de servante recommence. Mais cette fois, tu n'auras qu'un seul maître, et il ne sera pas aussi indulgent que mon père. Il partit, la laissant dans l'obscurité,
avec l'odeur de la poussière des livres de contes et la certitude glaciale de la bataille qui l'attendait. Le jour du mariage arriva comme un jour d'exécution. Le ciel était d'un gris de plomb, identique à la pierre du domaine. Il n'y avait pas de robe blanche, pas de fleurs, pas d'invités. Madame Perrault avait jeté à Élise une vieille robe de deuil sombre, ayant appartenu à la mère de Charles, un acte de mépris délibéré. La robe était trop grande, et Élise dut la cintrer avec une simple corde, ce qui la faisait ressembler davantage à une pénitente qu'à une mariée. Elle descendit le grand escalier, non pas au son d'une musique, mais dans un silence de mort, brisé uniquement par le tic-tac de la grande horloge. Le mariage eut lieu dans le grand bureau, sur la tache de cognac laissée par le verre brisé de Charles, que personne n'avait pris la peine de nettoyer à fond. Maître Lefebvre officiait, son visage une plaque de neutralité professionnelle. Charles se tenait là, pâle et tremblant de rage contenue, vêtu de noir comme pour un enterrement. Les seuls témoins étaient Monsieur Valois, dont le visage était indéchiffrable, et Madame Perrault, qui jubilait presque de l'humiliation évidente de la scène. « Charles Armand Dubois, consentez-vous à prendre pour épouse Élise ?» La voix du notaire était monocorde. Charles serra les mâchoires si fort qu'un muscle tressaillit dans sa joue. « Je le dois », cracha-t-il. Un substitut au « oui » légal que le notaire accepta d'un signe de tête lasse. « Élise. » Il y eut une pause. Personne ne connaissait son nom de famille. « Consentez-vous à prendre pour époux Charles Armand Dubois ?» Tous les regards se tournèrent vers elle. C'était le dernier instant. Le dernier moment où elle pouvait dire non, faire exploser l'héritage et s'enfuir dans l'anonymat et la pauvreté. Charles la regardait, un défi haineux dans les yeux, presque en priant pour qu'elle refuse, pour qu'il soit libéré de son argent et d'elle. Elle pensa au livre de comptes. Elle pensa à la promesse du vieil homme. Elle pensa à l'usine, aux centaines d'ouvriers dont la vie dépendait de cette mascarade. Elle leva les yeux, non pas vers son futur mari, mais vers le portrait d'Armand Dubois au-dessus de la cheminée. « Je le veux », dit-elle, sa voix basse mais claire comme du cristal. Le bruit de la plume grattant le registre fut le seul son. Ils signèrent. Élise, qui savait à peine écrire, traça son nom, un acte qui scellait son destin. Maître Lefebvre ferma le livre. « Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez disposer. » Il rangea ses affaires et partit sans un mot de plus, laissant les nouveaux mariés dans la pièce. Madame Perrault s'approcha de Charles. « Monsieur, les appartements de votre mère ont été préparés pour madame. » Le mot « madame » dégoulinait de sarcasme. Charles ne répondit pas. Il se servit un grand verre de brandy et le but d'un trait, puis un autre. Il regarda Élise, qui se tenait toujours près du bureau, la clé du secrétaire serrée dans la paume de sa main. Il éclata d'un rire sec et amer. « Alors c'est fait. Bienvenue dans ta cage, Madame Dubois. » Il quitta la pièce, la laissant seule avec Monsieur Valois. Le majordome s'approcha. Il ne la félicita pas. Il s'inclina simplement, plus profondément qu'il ne l'avait jamais fait. « Madame, » dit-il, et il y avait une nuance de respect, peut-être même de peur. « Vos appartements sont prêts. Le dîner sera servi à 8 heures. » C'était la confirmation. Le monde avait basculé. Elle passa le reste de l'après-midi dans le froid de sa nouvelle chambre. L'immense chambre de la mère de Charles, pleine de meubles recouverts de draps. C'était une tombe. Elle attendit. Elle savait qu'il viendrait. La nuit tomba. La maison était silencieuse. Elle n'alla pas dîner. Elle avait apporté quelque chose avec elle. Les livres de contes d'Armand Dubois. Elle les avait posés sur la coiffeuse. Vers minuit, la porte s'ouvrit à la volée. Charles était là, ivre-mort, une bouteille à la main. « La nuit de noces », ricana-t-il. « As-tu cru que tu y échapperais ? Tu voulais être la maîtresse ? Tu voulais mon nom ? Maintenant, tu vas remplir tes devoirs. » Il s'avança vers elle, son intention claire et brutale. Élise ne recula pas. Elle resta debout, immobile, près de la coiffeuse. « Asseyez-vous, Charles, » dit-elle. Sa voix n'était pas celle d'une servante. C'était la voix de la femme qui avait lu les chiffres. « Ne me donne pas d'ordre, catin !» hurla-t-il en levant la main pour la frapper. « Je ne suis pas votre catin, » dit Élise, sa voix tranchante comme un rasoir, faisant fi de la menace. « Je suis votre banquier. » Charles s'arrêta, sa main en l'air, déconcerté par l'absurdité de cette déclaration. « Quoi ?» Élise se tourna et ouvrit le premier grand livre. « Asseyez-vous. Ou restez debout, mais vous allez m'écouter. » Elle commença à lire. Elle lut les chiffres, les dettes de jeu que son père avait épongées, l'hypothèque sur l'usine de Lyon, le prêt non payé au Crédit Lyonnais, dont l'échéance était dans un mois, les salaires impayés des ouvriers, que seul Monsieur Valois, avec les fonds personnels du vieux maître, avait réussi à couvrir la semaine dernière. Elle parlait d'une voix calme, précise, chaque chiffre étant un clou dans le cercueil de l'arrogance de Charles. Il pâlit. L'ivresse sembla s'évaporer de lui. Il s'agrippa au montant du lit. « C'est faux. Mon père était l'homme le plus riche de Lyon. Votre père était un homme qui passait son temps à réparer les trous que vous faisiez, » répondit Élise. « Il est mort avant d'avoir pu boucher le dernier, le plus grand. » Elle ferma le livre. « En l'état actuel, l'usine fermera avant Noël. La banque saisira ce domaine avant le printemps. Nous n'avons plus rien. Vous avez hérité d'une coque vide, Charles. » Il la regarda.
abasourdi. La haine était toujours là, mais elle était maintenant mêlée à une nouvelle émotion, une panique enfantine. Mais le testament, l'argent n'existe plus, dit-elle. Mon père vous a laissé une cage, avait-elle pensé. Elle le dit à voix haute. Votre père vous a laissé une cage. Et il m'a laissé, moi, pour m'assurer que vous n'en sortiez pas. Mais il m'a aussi laissé le travail de la reconstruire. Charles s'effondra sur une chaise, sa tête entre ses mains. Il n'y avait plus de menaces, plus de violence, juste le silence d'un homme brisé. Élise se tint au-dessus de lui. Elle n'avait pas gagné. Il n'y avait rien à gagner. C'était le véritable destin cruel révélé. Elle n'était pas seulement mariée à un homme qu'elle méprisait. Elle était enchaînée à sa ruine, chargée de la mission impossible de la sauver. Le clou de la serrure était en place. Demain matin, dit-elle, sa voix reprenant celle d'une domestique, mais d'une domestique donnant des ordres. Vous m'accompagnerez à l'usine, vous me présenterez au contremaître, comme votre épouse et comme la nouvelle directrice des comptes. Il ne répondit pas. Il sanglotait silencieusement, un son pitoyable dans la grande chambre froide. Élise se dirigea vers la porte d'une petite chambre adjacente, celle de la femme de chambre. Elle s'arrêta, sa main sur la poignée, et Charles n'entrait plus jamais dans ma chambre sans y être invité. Elle ferma la porte, le laissant seul avec sa bouteille vide et la réalité de sa faillite. Le clou était scellé. Le lendemain matin ne fut pas le début d'une lune de miel, mais le premier jour d'une guerre silencieuse. Élise, vêtue non pas d'une robe neuve mais de son habit de servante le plus propre, descendit au bureau. Charles était là, débraillé, les yeux injectés de sang, mais sobre. La peur de la ruine était un antidote plus puissant que l'alcool. Comme elle l'avait ordonné, la calèche fut préparée. Ils se rendirent à l'usine La Soierie, dans un silence de pierre. L'arrivée du nouveau maître avec, à ses côtés, une servante qu'il présentait d'une voix monocorde comme « Madame Dubois, ma femme », provoqua une onde de choc parmi les contremaîtres. Ils regardèrent Charles, puis cette jeune femme au visage grave et aux mains calleuses. Ils virent une blague, mais quand elle prit la parole, le rire s'éteignit. Elle n'utilisa pas le ton d'une maîtresse. Elle utilisa le ton d'une personne qui connaissait les chiffres. Elle posa des questions sur les livraisons de soie brute, sur le rendement des métiers à tisser, sur les comptes fournisseurs que le contremaître pensait confidentiels. En 1 heure, ils comprirent. Charles était le nom sur la porte. Elle était la gérante. La vie au domaine se transforma en un champ de bataille feutré. Madame Perrault, refusant d'accepter ce renversement cosmique, tenta de défier Élise. Elle donna des ordres contradictoires, oubliant les instructions de la nouvelle maîtresse. Une semaine après le mariage, Élise la convoqua dans le bureau, le même où le testament avait été lu. « Madame Perrault, dit-elle calmement, votre gestion des comptes du ménage est inefficace. J'ai trouvé des erreurs. » Elle pointa une ligne dans un registre. La gouvernante devint écarlate. « Comment osez-vous ?» Vous, Élise leva la main. Vos services ne sont plus requis. Monsieur Valois s'occupera de votre indemnité de départ. Ce fut un coup d'État. Madame Perrault, enragée mais vaincue, quitta le domaine le soir même. Monsieur Valois, observant la scène avec une admiration tacite, devint l'allié le plus loyal d'Élise. Il exécuta ses ordres avec une précision militaire, voyant en elle l'incarnation de la force que le vieux Dubois avait désespérément cherchée chez son propre fils. Les années qui suivirent furent d'une âpreté inimaginable. Élise travaillait jour et nuit. Elle utilisait son savoir de servante, là où chaque bougie gaspillée, chaque reste de nourriture jetée était un péché, pour traquer l'inefficacité dans l'usine. Elle renégocia personnellement les prêts avec les banquiers de Lyon, qui, d'abord amusés par cette paysanne, furent bientôt terrifiés par sa maîtrise des dossiers et sa volonté inflexible. Elle sauva La Soierie. Elle la sauva non pas par miracle, mais par une austérité et un travail acharné qui épuisèrent ses dernières années de jeunesse. Charles, pendant ce temps, devint une ombre dans sa propre maison. Il était le maître en public, un fantôme qui signait les documents qu'Élise lui présentait. Il passait ses journées à chasser ou à boire, prisonnier de son propre nom, d'une fortune qu'il ne contrôlait pas, lié à une femme qu'il haïssait mais dont il dépendait entièrement. Il mourut 10 ans plus tard, d'une cirrhose du foie, un homme brisé et oublié avant même d'être enterré. Élise Dubois, la veuve, dirigea l'empire de la soie pendant encore 30 ans. Elle ne se remaria jamais. Elle ne porta jamais de robes extravagantes, ni ne donna de bals somptueux. Elle resta, à bien des égards, la servante. La société lyonnaise ne l'accepta jamais, la surnommant la veuve de fer, ou, plus cruellement, Cendrillon noir. Mais elle n'avait que faire de leur acceptation. Sa transformation n'avait pas été une ascension sociale. Ça avait été une acceptation de fardeau. Elle n'avait pas trouvé le bonheur, ni l'amour. Elle avait trouvé un but dans le destin cruel que son maître lui avait imposé. Sa résilience n'était pas joyeuse. Elle était dure, silencieuse et absolue. Elle avait tenu bon. Elle n'avait pas laissé les loups détruire la maison.
Maintenant, revenons une dernière fois à cette photographie de 1870. Nous la voyons enfin telle qu'elle est. Ce n'est pas le portrait d'Armand Dubois et de ses domestiques, c'est le portrait d'un roi mourant et de son héritière choisie. Regardez Élise, à l'extrême gauche, dans l'ombre. Son regard n'est pas baissé par la soumission, il est baissé par le poids du secret qu'elle porte. Elle sait déjà tout. Elle sait que l'homme sur la chaise est sur le point de lui léguer une couronne d'épines. Et regardez le léger sourire sur le visage d'Armand, ce n'est pas de l'affection. C'est le triomphe du marionnettiste. Il a trouvé le seul être humain dans sa maison assez fort pour porter le poids de son héritage. Cette photographie ne capture pas la fin d'une ère. Elle capture le moment précis, silencieux et brutal, d'une passation de pouvoir. L'histoire d'Élise nous enseigne une leçon puissante. Elle nous rappelle que la véritable force ne se trouve pas dans le pouvoir que l'on nous donne, mais dans les fardeaux que nous choisissons d'assumer. L'histoire a tenté de la rendre invisible. Une note de bas de page dans le registre d'une famille riche. Mais c'est elle, la servante silencieuse, qui est devenue le véritable pilier de l'héritage. Cette histoire nous pousse à nous interroger. Pensez-y. Quelle force cachée possédez-vous, que le monde autour de vous sous-estime ou refuse de voir? Avez-vous déjà été confronté à une responsabilité qui ressemblait à une malédiction? Pour découvrir plus tard quelle définissait le but de votre vie, en regardant les vieilles photos de votre propre famille, vous demanderez-vous désormais quel secret se cache derrière les yeux de ceux qui se tiennent à l'arrière-plan? Si vous avez été touché par le courage silencieux d'Élise et que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette histoire, commentez ci-dessous le mot secret. Le verrou, c'est le symbole de sa prison, mais aussi de la force qui lui a permis de tout sauver. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à ouvrir ces archives oubliées. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la. L'histoire d'Élise mérite d'être racontée. Et restez connectés, car la prochaine photographie que nous allons ouvrir cache un secret tout aussi bouleversant.